Nous avons eu des discussions tout à fait constructives sur les questions de notre coopération bilatérale qui s'appuie sur des traditions historiques et notamment les traditions de victoire sur le colonialisme et des récidives colonialistes qui se sont manifestées en Afrique et qui continuent à être observées. Nous avons convenu de renforcer le dialogue politique qui se déroule de façon tout à fait positive. Nous avons accordé une grande attention à la coopération économique et commerciale. Et nos échanges connaissent une croissance forte depuis 3 ans et le volume absolu ne correspond pas encore au potentiel de nos échanges, mais aujourd'hui, nous avons parlé des domaines sur lesquels il convient de mener des efforts en commun et qui nous paraissent les plus prometteurs. Il s'agit de l'énergie, de l'exploration des sols, des technologies Internet, de l'agriculture. Et sur ces questions, des contacts sont déjà établis entre les associations des milieux d'affaires, et notamment une structure qui avait été établie avec l'Afrique à la conclusion du premier sommet historique Russie-Afrique qui s'était tenu en 2019. Donc il y a des échanges soutenus qui se font actuellement avec la participation des entreprises. Des entreprises russes sont venues au Mali l'an dernier. Elles ont pu avoir des discussions avec leurs partenaires potentiels et elles ont pu traiter des voies de coopération sur des projets conjoints. Nous avons été heureux d'accueillir la délégation malienne dirigée par le ministre de l'Énergie et qui avait participé à la semaine de l'énergie à Moscou le mois dernier. Et donc, des contacts avec les entreprises russes ont été établis avec Hydro, par exemple, pour des équipements spéciaux pour l'exploration des sols. Et cela nous permet d'envisager des projets d'envergure beaucoup plus grande. Et là, il y a un intérêt pour l'évolution future de ces échanges. Mais il y a aussi évidemment la coopération technico-militaire qui a été développée avec notamment des accords signés ces dernières années et qui vont être et ces accords visent à soutenir la capacité de défense du gouvernement malien face à la menace terroriste qui se maintient. Les échanges en milieu culturel et d'enseignement sont aussi d'actualité. Nous avons plusieurs centaines d'étudiants maliens qui sont venus ici à l'époque soviétique déjà, et puis en Russie, et tout cela représente plusieurs dizaines de milliers de personnes qui ont bénéficié de bourses justement pour faire leurs études dans nos universités. Nous continuons la formation des cadres militaires au Mali. J'ai rappelé aussi que le sommet Russie-Afrique qui s'était tenu en 2019, et donc avec nos amis africains, nous travaillons déjà à la préparation d'un prochain sommet l'année prochaine. Monsieur le ministre m'a décrit la situation interne au Mali. Il a parlé de l'accord conclu avec les autorités algériennes aussi. Et il a parlé de la situation sur le terrain telle qu'elle est, avec l'activisation des formations terroristes dans le nord du pays qui ne permettent pas de mettre en place les conditions normales d'une campagne électorale. Et les dates de cette élection devraient être définies avant la fin de cette année. Nous comprenons bien la nécessité de renforcer le potentiel de lutte antiterroriste et nous fournissons au gouvernement du Mali un certain nombre d'équipements, des munitions.
nous allons faire tout ce qui est possible pour éviter que la menace terroriste pèse sur la structure de l'État, puisqu'il y a un risque de pénétration de terroristes dans le nord du pays. Et conformément à la décision de retrait prise par les autorités françaises et la fermeture de 3 bases militaires sur 5, justement dans les zones là où les groupes terroristes sont les plus actifs. Nous avons également l'intention de soutenir le Mali au Conseil de sécurité de l'ONU pour chercher une voie de résolution pour les conflits en Afrique. Et là encore une fois, c'est un principe, c'est aux Africains de trouver les solutions et la communauté internationale doit lui apporter son aide, son soutien. Dans cette orientation, dans cette logique, nous avons examiné la situation dans les autres parties du continent africain, dans la zone du Sahel, en Libye, au Soudan. Et les problèmes sont nombreux. Encore une fois, le Conseil de sécurité de l'ONU doit trouver une solution sur la base de la charte de l'ONU, excluant toute ingérence étrangère dans les affaires intérieures et trouvant des solutions de dialogue pacifique pour pouvoir pour conclure, je dirais que le ministre m'a invité à me rendre au Mali. J'accepte volontiers son invitation et cela complétera l'ordre du jour. Je vous remercie. Merci beaucoup au ministre Lavrov pour cette introduction qui reflète de façon fidèle les éléments que nous avons discutés. Je voudrais tout d'abord lui adresser ma gratitude et mes remerciements pour cette invitation qui nous a été adressée promptement de visiter la Fédération de Russie quelques semaines après notre rencontre déjà à New York, qui ont été aussi des occasions de réaffirmer notre volonté de renforcer et de diversifier notre relation avec la Fédération de Russie. Ma visite ici n'est pas une surprise, elle n'est pas nouvelle, parce que la Russie et le Mali sont des partenaires stratégiques et des alliés historiques. Le Mali, déjà à son indépendance en 1960, a pu compter sur le soutien indéfectible de l'ex-URSS pour pouvoir bâtir l'économie, la société du Mali et ses forces de défense et de sécurité. Depuis, notre relation avec la Fédération de Russie ne s'est jamais démentie. Nous avons des milliers de militaires et de fonctionnaires et de cadres maliens qui ont été formés dans ce pays. Et nous tenons vraiment à exprimer notre gratitude pour cet investissement humain et matériel pour que le Mali soit là où nous sommes aujourd'hui. Donc nous sommes là pour réaffirmer notre volonté de travailler avec la Russie, la Fédération de Russie, pour le renforcement de notre coopération, parce que le Mali n'a rien à cacher en venant à Moscou. Je crois que c'est une relation qu'on fait au grand jour. C'est une relation qui n'est dirigée contre personne, mais qui est censée prendre en charge les préoccupations des Maliens. Et des Maliens, pour assurer leur propre sécurité, défendre l'unité, l'intégrité territoriale et la souveraineté du Mali, d'un côté, et de l'autre, renforcer la stabilité de notre pays, mais aussi trouver une relation gagnant-gagnant sur le plan économique et commercial. Le ministre Lavrov a touché à beaucoup de secteurs économiques aujourd'hui qui sont extrêmement importants, dans lesquels nos pays doivent travailler à la lumière des engagements pris à Sochi pour le renforcement entre la Russie et l'Afrique. Le Mali souhaite avoir une place importante dans le cadre du renforcement des relations entre la Russie et le continent africain dans plusieurs domaines. Nous sommes là aussi pour pouvoir vraiment trouver les voies et moyens nécessaires de donner une impulsion à cette coopération, surtout sur les questions de défense et de sécurité, parce qu'aujourd'hui, le Mali, en tant qu'État,
est en train de se battre pour sa survie, parce que il y a des plans de partition du Mali qui existaient depuis longtemps. Et nous souhaitons que le Mali soit mis à l'abri de cela, qu'on aide les Maliens dans le cadre de l'accord pour la paix et la réconciliation à se réconcilier, à trouver leurs propres solutions internes, mais aussi, je crois que ce que nous attendons aussi de la Russie, qui est un partenaire qui est pragmatique, qui est réaliste, mais aussi qui est un partenaire qui a su faire la preuve de son efficacité dans le cadre de la lutte contre le terrorisme dans d'autres théâtres d'opération. Aujourd'hui, nous souhaitons pouvoir compter sur les appuis que nous avons demandés sur le plan des équipements militaires, mais aussi sur le plan de la formation et de tous les moyens qui permettent aujourd'hui à nos forces de défense et de sécurité d'être les premiers responsables de la sécurité du Mali. Je crois que ça, c'est extrêmement important, ça doit être compris par tous que le Mali n'est pas en train de sous-traiter sa sécurité. Le Mali veut avoir les capacités nécessaires pour pouvoir assurer sa sécurité. Et dans ce cadre, il est absolument normal pour le Mali de diversifier ses partenaires. Tous les partenaires, tous les amis qui le souhaitent et qui ont la capacité de pouvoir aider le Mali seront les bienvenus pour pouvoir aider le Mali à trouver ces capacités-là. Et nous apprécions déjà les premières livraisons d'équipements qui se sont effectuées le mois dernier et nous souhaitons que les autres qui sont en chantier puissent se matérialiser parce que l'objectif essentiel du Mali aujourd'hui, c'est comment sécuriser ce territoire qui fait 1 204 000 km² et qui fait face vraiment à des défis importants. Aujourd'hui, l'État malien enregistre pratiquement sur 80% de notre territoire différents niveaux d'attaques terroristes, de conflits intercommunautaires et de situations d'instabilité et d'insécurité. Nous souhaitons vraiment pouvoir inverser cette tendance. Vous savez aussi que le Mali est dans un processus de transition politique. Et cette transition politique était censée s'achever le 27 février. Malheureusement, cela ne sera pas possible, pas du fait ou du manque de volonté des autorités maliennes, parce qu'il y a des situations réelles qui sont objectives. Je vous ai dit par rapport à la situation sécuritaire sur le terrain, aujourd'hui, sur les 19 régions au Mali, seules 5 régions seront en mesure d'organiser des élections. Pour le reste, il faut que nous travaillions à sécuriser le pays, à augmenter le niveau minimal de sécurité pour créer des conditions sécuritaires de tenue d'élections. Et aussi, nous avons souhaité que le Malien puisse, dans le cadre d'un dialogue, convenir d'une feuille de route pour pouvoir terminer cette transition par des élections transparentes et crédibles. Et nous espérons que nos partenaires de la CEDEAO, de l'Union africaine et des Nations unies puissent faire preuve de plus de compréhension. Parce qu'aujourd'hui, les sanctions qui sont imposées à notre pays lors du dernier sommet de la CEDEAO ne sont pas des sanctions qui aident à avancer. Je crois que ce dont le Mali a besoin aujourd'hui, c'est d'écoute, de compréhension, de partenariat et d'accompagnement, parce que ces sanctions ne peuvent que fragiliser une situation qui est déjà complexe. Je crois qu'il faut vraiment qu'on garde cet état d'esprit. Et la Russie, en tant que membre du Conseil de sécurité, est un partenaire important avec lequel nous avons partagé nos préoccupations et nous avons souhaité qu'il puisse nous accompagner. Quelle que soit la gravité des problèmes, qu'on respecte la souveraineté du Mali, qu'on permette aux Maliens, par leur génie propre, de pouvoir trouver des solutions. Je suis certain que dans quelques semaines, avant la fin décembre, un calendrier sortira qui nous permettra de pouvoir avancer. En tout cas, un résumé de tout ce que nous avons discuté, c'est nous réaffirmons notre volonté de renforcer la coopération avec la Russie dans le domaine de sécurité, mais aussi dans le domaine du développement économique, comme de la formation. Et nous souhaitons pouvoir travailler aussi avec nos amis pour pouvoir diversifier ces différents partenariats et créer les conditions d'une transition réussie et paisible avec le concours de tous nos amis. Donc, merci beaucoup, Sergueï, pour cette opportunité que vous nous donnez de pouvoir être ici à Moscou pour ces échanges dont nous partons très satisfaits et très réconfortés de l'engagement mutuel. Merci. Maintenant, les questions, s'il vous plaît, Russia Today. Bonjour, Monsieur le ministre. J'ai 2 questions. L'une pour vous, Monsieur Lavrov, et l'autre pour Monsieur Diop.
Monsieur Lavrov, malgré le fait que pendant la conférence de presse à New York, vous avez dit clairement que la Russie et le Mali n'avaient pas d'accord sur l'aide militaire au niveau d'État, la coopération entre les autorités maliennes et russes, et justement entre les entreprises militaires privées, continue de soulever les préoccupations de l'Union européenne et surtout de la France. Le développement de ce sujet par des médias occidentaux continue à nuire à l'image de la Russie. Quelle est votre attitude envers cela? Monsieur le ministre, dans un entretien accordé à nos confrères de RIA Novosti, le Premier ministre malien, Choguel Maïga, a accusé la France d'avoir créé une enclave aux mains de groupes armés à Kidal. Selon vous, la présence française a-t-elle créé un statu quo ou même dégradé la situation sécuritaire? Comment percevez-vous l'indignation d'Emmanuel Macron lorsque Choguel Maïga a accusé la France d'abandon? Se dirige-t-on vers un bouleversement des relations entre la France et le Mali? Par ailleurs, les critiques de la France à l'égard de sociétés militaires privées russes au Mali influencent-elles les négociations entre Bamako et Moscou? En ce qui concerne, comme vous l'avez dit, faire mousser dans les médias occidentaux la thématique des relations qui se sont établies entre le gouvernement malien et les partenaires étrangers, y compris la Fédération de Russie, je voudrais encore une fois insister sur le fait que la Russie, comme je viens de le dire dans mon mot d'introduction, a depuis longtemps une histoire de coopération militaire et technico-militaire avec le Mali. Nous poursuivons cette tradition en fournissant pour le gouvernement malien, pour les troupes maliennes, du matériel militaire, des armes, des munitions, pour que le gouvernement malien puisse repousser efficacement la menace terroriste. Cette menace se maintient, notamment ces derniers temps. Elle risque de se renforcer puisque le gouvernement français a décidé de réduire drastiquement sa présence militaire dans le cadre de l'opération Barkhane dans les zones où les terroristes se sentent de plus en plus les mains libres. Et donc, nous allons poursuivre ce soutien aux forces maliennes, notamment en fournissant de l'équipement militaire et aussi en formant les officiers supérieurs par notre ministère de la Défense. En ce qui concerne la nervosité qui se manifeste dans la presse française et d'autres pays occidentaux sur les plans du gouvernement malien de recourir aux services de compagnies de défense privées, le ministre malien a dit publiquement à l'Assemblée générale de l'ONU, cette question relève uniquement de la compétence du gouvernement malien. En ce qui concerne le principe des compagnies privées, des compagnies militaires privées, nous n'avons pas de rapport avec l'activité de ce type de structure créée par des citoyens russes. C'est elle qui conclut des contrats. Si ces contrats sont signés dans le respect de des législations nationales, je ne vois pas ce qu'il y a de négatif qui puisse être examiné ici. Le marché des services des compagnies militaires privées est développé dans le domaine de la sécurité, de la défense, a été créé par les sociétés, par les pays occidentaux justement. Et les leaders dans cette activité, avec des dizaines de milliers d'hommes, ont été créés par les Américains, par les Britanniques et par les Français qui ont une douzaine d'entreprises qui agissent un peu partout dans le monde, pas seulement en Afrique, et même beaucoup plus près du territoire de la Fédération de Russie. Et donc, si on considère que la presse occidentale a fait gonfler cette thématique, encore une fois, je considère que cela ne fait que confirmer la réputation de ceux qui jouent là-dessus. Or, la réputation, elle se base sur ce sentiment de complexe de supériorité, d'impunité
que certains se considèrent comme démocratie établie et peuvent donner des leçons à tous les autres qui ne sont que des partenaires de deuxième zone. Et or ça, c'est malvenu comme démarche. C'est très loin de la démocratie qui est née sur le territoire de la République française actuelle. Une partie de la question m'est destinée. Je dois juste vous rappeler que je ne suis pas à Moscou pour parler de la relation entre le Mali et la France, même si elle est importante, même si je ne veux pas esquiver votre question, mais nous sommes là pour chercher des solutions pour la relation entre le Mali et la Fédération de Russie pour pouvoir répondre aux besoins des Maliens. Tout ce qui devait être dit par rapport au désengagement ou à la réorganisation de Barkhane a été déjà dit. Je n'ai pas grand-chose à ajouter par rapport à cela. Tout ce qu'on peut dire, c'est que la France est un État souverain. Elle décide de l'utilisation de sa force armée. Nous n'avons absolument rien à dire à ce niveau. Ce que le Mali a souhaité, c'est que cette relation ou l'intervention française au Mali, pour laquelle ne pouvons qu'exprimer notre gratitude pour la France qui a engagé ses hommes et ses femmes au Mali, qui a aussi perdu beaucoup de soldats. Et nous s'inclinons devant la mémoire des soldats français comme des soldats d'autres pays qui sont venus nous aider au niveau du Mali. Mais ce qui me semble être important, le Mali a souhaité seulement que ce désengagement se fasse dans un cadre responsable et organisé. Parce que nous sommes dans un contexte sécuritaire qui est extrêmement complexe et qu'il était important que nous puissions organiser cela dans le cadre d'une concertation entre l'État malien et l'État français pour pouvoir minimiser l'impact. Donc vraiment, il n'est pas question de dire qu'ils ne peuvent pas le faire, ils peuvent le faire, mais travaillons ensemble de façon responsable pour pouvoir répondre à cette question. Maintenant, pour ce qui concerne la question spécifique de la société de sécurité privée à laquelle vous avez fait référence, nous avons eu aussi des échanges directs avec nos homologues français sur cette question. Et eux-mêmes ont admis qu'il n'y a eu aucun acte, aucun contrat qui a été signé dans ce cadre. Maintenant, il est question de juger le Mali sur la base d'intentions que les autorités maliennes peuvent avoir ou sur la base de rumeurs ou d'articles de presse qui sont commandités ici et là, sur lesquels on n'a pas vraiment à répondre. Mais je peux vous dire aujourd'hui qu'il n'en est absolument rien. Mais ceci s'inscrit aussi dans le cadre d'une campagne de dénigrement des autorités maliennes pour pouvoir vraiment nous mettre à mal avec nos voisins, avec la communauté internationale. Mais ce qui est important à retenir, c'est que la relation entre le Mali et la Russie, c'est une relation d'État à État. Et le Mali ne permettra à aucun État, ni à aucune institution, de lui dire avec qui elle peut traiter. Je crois que ça, c'est une décision souveraine. Chaque État va se déterminer en fonction de cela. Et si le Mali a besoin de travailler avec des pays au pôle Nord, nous allons le chercher tant que c'est l'intérêt du Mali. Je crois que ça doit être compris. Je crois que tous les pays défendent leurs intérêts. Pourquoi le Mali va défendre les intérêts d'un autre pays? Nous défendons les intérêts de notre population. Notre préoccupation aujourd'hui, ce n'est pas ces compagnies de sociétés. Notre préoccupation, c'est comment sécuriser le territoire malien, comment créer les conditions d'un retour à l'ordre constitutionnel normal dans les meilleurs délais au niveau du Mali. Donc vraiment, je souhaite que cette controverse et querelle, qu'on mette ça derrière nous. Qu'on travaille, qu'on comprenne que les autorités au Mali ont la capacité de pouvoir définir cela, et c'est notre droit. C'est même notre responsabilité de trouver des réponses, soit des réponses de façon autonome, soit des réponses avec nos partenaires de la région ou des partenaires qui viennent d'ailleurs. Et aujourd'hui, notre première préoccupation, c'est de donner les capacités à nos forces de défense et de sécurité pour la sécurisation de notre territoire. Merci. Вопрос СМИ России сегодня, пожалуйста. Россия сегодня, s'il vous plaît. RIA Novosti, bonjour. Bonjour. Monsieur Lavrov, quelle est votre attitude envers le fait que le dirigeant du ministère français des Affaires étrangères, que demain, la France, pendant la réunion qui est planifiée, a l'intention de poser les questions sur l'Afrique occidentale et sur la situation en Ukraine? On peut poser n'importe quelle question qui est à l'ordre du jour et qui a été validée.
si la France prévient qu'elle va poser telle ou telle question, j'estime que nos collègues français ne veulent pas esquiver leurs responsabilités vis-à-vis de la position de leur protégé de Kiev qui casse et qui sape ouvertement en ignorant tous les conseils qui leur ont été donnés, les accords de Minsk et leur caractère essentiel et unique, et cette faiblesse des autorités françaises et allemandes vis-à-vis du comportement de Kiev, oui, cela fait partie des thèmes de discussion. Et quand nos collègues français ont déclaré que la Russie avait renoncé à faire une rencontre dans le format Normandie le 11 novembre, nous avons clairement expliqué sur le papier, et même en s'abstenant du fond ici, quand les déclarations sont données par le ministère français des Affaires étrangères, nous n'entendons pas ce à quoi nous sommes habitués de la part de l'institution diplomatique. Quand nous nous sommes rencontrés avec Jean-Yves Le Drian, en marge du sommet du G20, oui, si je ne me trompe pas, il a rappelé sa proposition, c'est la première fois que je l'ai écouté, l'entendu, c'est qu'on se rencontre le 11 novembre à Paris, et je lui ai dit qu'en plus de la discussion circonstanciée, la date elle-même du 11 novembre ne me convient pas du tout, parce que ce jour-là, j'ai la visite de mon collègue qui est le chef de la diplomatie d'un pays ami. Et s'il ne considère pas cet argument comme convaincant, je dirais qu'il faut restaurer les bonnes manières auxquelles nous sommes habitués dans la diplomatie. La dernière question à TASS. Bonjour, messieurs les ministres. Ma question est pour monsieur Lavrov. Comment pourriez-vous commenter la déclaration de la partie polonaise sur le fait que Aeroflot a quelque chose à voir avec la crise migratoire sur la frontière? Pour répondre très diplomatiquement, ce n'est pas vrai. Aeroflot, autant que je sache, n'a pas de vol entre les capitales des pays dont proviennent ces réfugiés qui vont en Russie, après que la Russie, l'Europe et les États-Unis ont bombardé les pays d'où proviennent ces réfugiés. Je vous remercie. Merci beaucoup. La conférence de presse est terminée.